Bonjour tout le monde, dans cette septième vidéo, on abordera la notion de tableau à dimensions multiples. Donc, ça va nous permettre d'explorer un peu plus en détail les tableaux à une dimension qui ont été abordés la semaine dernière. On verra la différence au niveau de la déclaration, comment est-ce qu'on peut faire pour passer d'un tableau à une dimension à un tableau à plusieurs dimensions. On verra également les différences qu'il y a au niveau de l'accès aux éléments, donc comment est-ce qu'on fait pour gérer nos indices en fonction des dimensions additionnelles qui ont été ajoutées lors de la déclaration. Puis finalement, on va s'attaquer surtout au parcours des tableaux. Donc, il va falloir qu'on soit en mesure de parcourir des tableaux à deux, trois dimensions. Ça ajoutera des boucles supplémentaires. Et finalement, on pourra s'attaquer aux fonctions. Donc, voir les différences ou en fait les similitudes qui existent entre des fonctions qui manipulent des tableaux 1D versus des fonctions qui manipulent des tableaux à plusieurs dimensions. Comme on peut le voir avec l'image de droite, les tableaux à deux dimensions représentent des données sous la forme d'une grille. Comme c'était le cas avec les tableaux à une dimension, le type des valeurs devra être constant à l'intérieur de la grille. Donc, dans ce cas-ci, on représente des booléens. Et on devra connaître le nombre de lignes et le nombre de colonnes qui sert à représenter cette grille-là. Donc, dans ce cas-ci, la première dimension de notre tableau représente les lignes et il y aurait 5 lignes à l'intérieur de ce tableau-là, alors que les colonnes représentent notre deuxième dimension. Cette notion-là est importante surtout lorsque la taille des lignes et des colonnes varie. Donc, par exemple, dans le cas de notre tableau à trois dimensions, on tente de représenter une image qui pourrait avoir 748 lignes par 1024 colonnes. Et dans ce cas-ci, notre image est en couleur, donc elle possède trois teintes. On a la teinte du rouge, du vert et du bleu. Donc la superposition de ces trois teintes-là, la superposition de ces trois tableaux à deux dimensions crée un tableau à trois dimensions qui nous permettent de représenter une image. Donc un tableau trois dimensions, donc les tableaux à trois dimensions sont organisés comme étant la superposition de couches. Encore une fois, les lignes représentent la première dimension de notre tableau. Les colonnes représentent la deuxième dimension de notre tableau. Et dans ce cas-ci, la profondeur ou les différentes couches de l'image représentent la troisième dimension du tableau. Pour créer ces différents tableaux, on aura besoin de la même commande dim qui était utilisée lors de la déclaration des tableaux à une dimension. Donc, si j'essaie de représenter ma grille de booléens qui démontre si différentes personnes se connaissent à l'intérieur d'un cercle, euh, on peut déclarer notre grille avec la commande dim. On va venir placer entre parenthèses tout d'abord le nombre d'éléments qui représentent la première dimension, donc le nombre de lignes, suivi du nombre de colonnes. Et on devra spécifier le type de chaque case. Même chose pour le tableau à trois dimensions. Donc la grille, pas la grille, mais notre tableau 3D est défini par euh, une première dimension qui est les lignes, donc on doit représenter le nombre de lignes en premier. On essaie de garder les mêmes conventions entre les lignes et les colonnes euh, entre les tableaux 1D, 2D et 3D. Puis ensuite, la profondeur sera définie en troisième position. C'est pour cette raison-là qu'on indique que la profondeur est la troisième dimension. Comme c'était le cas avec
Toutes nos autres variables, lorsqu'on parle d'un type, on peut avoir accès au integer, au double, au string ou encore au boolean. Donc, ces 4 types de bases sont encore disponibles lorsqu'on travaille avec Tableau à une dimension ou à 2 dimensions. Des tableaux de dimensions supérieures peuvent également être créés. Donc, par exemple, avec la grille qui est placée ici, on tente de représenter tous les étudiants que j'aurais pu obtenir dans les différentes sessions en I930. Je n'ai pas marqué de nom d'étudiant ici par souci de confidentialité. J'ai plus marqué n'importe quelle chaîne de caractères où j'ai fait différentes listes. Donc, on remarque que sur chacune de mes listes, je possède 5 lignes, 3 colonnes. Une session est représentée par... il y a 3 sessions à l'intérieur d'une année. Et ici, on est en train de représenter plusieurs années. Et même, on pourrait rajouter une autre dimension. Donc, en ce moment, je pourrais dire que cette information-là représente seulement les étudiants du cours I930. Et je pourrais avoir le même schéma en dessous avec les mêmes années 2012, 2013 jusqu'à 2020. Encore une fois, sur nos 3 sessions d'hiver, d'été et d'automne. Et je pourrais avoir ce tableau-là pour tous les autres cours que j'enseigne. Donc, on pourrait représenter ce tableau-là pour IN935, IN947, et ainsi de suite. Donc, le sigle du cours deviendrait une autre dimension. Fait que si on fait le récapitulatif de ce tableau-là, notre première dimension est encore représentée par les lignes. Notre deuxième dimension est encore représentée par les 3 colonnes que je veux conserver sur chaque étudiant, sur chacune des lignes à l'intérieur de mes grilles. La troisième dimension ici, ce sont les sessions au cours d'une année. On aurait une quatrième dimension qui pourrait être les années. La cinquième dimension pourrait être les cours que j'enseigne. Et même, je pourrais continuer à ajouter des dimensions à l'intérieur de ce tableau-là. On pourrait parler d'une 6e dimension à nos données. Je pourrais avoir plusieurs cours dans plusieurs universités. Donc, lorsqu'on déclarerait un tableau de ce genre, on ferait un dim, où est-ce que ici, je pourrais avoir la liste de mes étudiants. Et on vient lister, entre parenthèses, le nombre d'éléments sur chacune des dimensions. Donc, puisque tous mes tableaux ont 5 lignes, je vais placer le chiffre 5 en première dimension. Puisque toutes les informations sont placées sur 3 colonnes, je vais utiliser un 3 en deuxième dimension. Pour ce qui est des sessions, il y en a 3 également. Donc ici, on parle de l'hiver, l'été et l'automne. Donc en troisième dimension, on aurait 3 sessions. De 2012 à 2020, il y a 7 ans. Donc mes années seraient placées en quatrième dimension. À l'ETS, j'enseigne une dizaine de cours et en ce moment, j'enseigne dans qu'une seule université. Et on remarque que l'ensemble des données qui sont placées à l'intérieur de ce tableau-là est représenté par des strings. C'est aussi intéressant de remarquer qu'à l'intérieur d'un tableau, la configuration de votre tableau doit être constante. Donc, on doit avoir la même configuration au niveau des différentes dimensions. Ce que j'essaie de relater ici comme phénomène, c'est que si on utilise 5 lignes pour représenter les étudiants que j'ai eus à l'été 2012, je devrais utiliser 5 lignes pour représenter les étudiants que j'ai eus lors d'une session différente, à l'hiver 2013. Si des sessions n'ont pas encore eu lieu, elles doivent quand même exister et avoir la même configuration que les autres
section de mon tableau. Donc, je n'étais pas encore enseignant à l'hiver 2012. Ça ici, les 5 lignes doivent exister, mais elles seront vides pour garder la configuration constante sur une dimension. C'est la même chose qui se passe avec l'automne 2020. Je n'ai pas encore mes listes de cours pour l'automne. Donc ici, on est encore en présence d'un tableau vide. Et ce tableau-là est requis pour représenter ou pour conserver toutes mes dimensions, autant sur mes lignes, mes colonnes que mes profondeurs. Même si la session d'automne n'a pas eu lieu, je ne peux pas avoir un tableau où certaines dimensions sont absentes. Alors, à l'intérieur de cette vidéo, on tentera de faire la gestion d'une application de réseautage qui nous permet de déterminer qui a rencontré quelle personne à l'intérieur d'une soirée. Donc, on représentera cette grille de connaissances entre les différents individus à l'aide d'un tableau à 2 dimensions, comme on le voit dans l'illustration de droite. Donc, pour représenter notre grille de 5 personnes actuellement, ben, la grille sera carrée. Cette grille-là aura besoin de 5 lignes et 5 colonnes, donc on doit spécifier les 2 indices en première et en deuxième dimension. Le premier 5 représente le nombre de lignes, le deuxième 5 représente le nombre de colonnes, donc dans ce cas-ci on utilise 2 chiffres identiques pour avoir une matrice carrée. Et le type qui indique si 2 personnes se connaissent, ça va être le booléen. Comme on peut le voir à la déclaration de n'importe quel tableau, l'ensemble des données des cases sont représentées par des données vides. Donc, dans ce cas-ci, on voit tout d'abord qu'à l'intérieur de notre explorateur de variables, il y aura bel et bien 5 lignes par 5 colonnes. Les 2 paires d'indices sont illustrés entre parenthèses lorsque le tableau est créé. Quand on explose notre variable en 2 dimensions, on commence d'abord par choisir une de ces lignes. Donc, si on va voir la première ligne de notre tableau, on peut voir que les 5 colonnes qui sont associées à notre première ligne sont initialisées à la valeur false, de même que dans la deuxième ligne ou encore que dans la dernière ligne. Donc, à chaque fois qu'on explose une ligne, on peut consulter les données de notre tableau à l'aide de l'explorateur de variables locales. Et puisqu'on vient de créer le tableau, l'ensemble de ces données-là sont initialisées à false. On voudra commencer par remplir notre grille. Donc, pour remplir la grille, on devrait associer une valeur à chacune des cases qui nous intéressent. Mais passons tout de suite au niveau des fonctions. Cette tâche-là sera effectuée à l'intérieur d'un sous-programme. L'objectif de notre démonstration à l'intérieur des différentes sections du vidéo va être de manipuler le tableau de connaissances qui a été déclaré précédemment. Mais avant de le remplir, prenons le temps de définir comment les fonctions manipuleront les tableaux. Donc ici, l'objectif ultime sera de déterminer quelles sont les personnes qui sont connues par un individu. Donc on voudra réaliser la fonction déterminer indice de connaissance d'un individu. Et notre fonction devra être en mesure de manipuler le tableau qui aura été déclaré et créé au niveau de notre application. Donc, l'application devra être en mesure de copier le tableau à l'intérieur de l'espace mémoire de notre fonction. Pour arriver à faire cette copie, on devra établir quelles sont les règles qui permettent de transférer un tableau à 2 dimensions de l'application à la fonction. Et ici, puisqu'on tente de déterminer les indices des personnes qui sont connues par quelqu'un, donc par exemple, la personne analysée pourrait être, dans ce cas-ci, notre 4e personne. On devra également recevoir cette valeur-là en provenance de l'application. Donc, la donnée 4 va également être transmise en paramètres. Avec cette information-là, on ciblera les personnes qui, dans ce cas-ci, seraient représentées par Jean-François. Donc, on tente de trouver
les différentes connaissances de cette personne-là. Donc, on parle de la première personne, de la quatrième personne, de même que la cinquième personne. Il faudra, au niveau de notre résultat, retourner un tableau de 3 éléments à l'intérieur duquel on aura les indices des personnes connues par Jean-François, donc les valeurs 1, 4 et 5. Donc, encore une fois, on démontre que on devra être en mesure de retourner aussi ce tableau-là à la suite de la fonction au niveau de l'application. La bonne nouvelle, c'est que vous connaissez déjà les différents éléments théoriques qui permettent de faire ce transfert en paramètres et de récupérer les valeurs de retour. Donc, autant pour les paramètres effectifs que pour les paramètres formels, que pour la valeur de retour ou encore l'appel d'une fonction. La même syntaxe va être employée avec les tableaux 2D ou avec les tableaux 1D. Donc, on aura à utiliser la même syntaxe qu'avec nos tableaux 1D pour transmettre nos paramètres, récupérer nos paramètres formels, retourner un tableau. On utilisera la même procédure en 6 étapes. Ou encore une fois, pour faire l'appel d'une autre fonction et de récupérer un tableau, on utilisera la même syntaxe que celle qui a été vue au niveau des tableaux à une dimension. Donc, répétons ces différents éléments de syntaxe-là. Euh, pour ce qui est des paramètres effectifs, lorsqu'on fait l'appel à notre fonction, on doit déterminer ou on doit tout simplement placer le tableau à transmettre entre parenthèses dans la liste des paramètres de la fonction. Et le plus important à ce stade-ci, c'est de ne pas ajouter d'artefacts syntaxiques autour du tableau. Donc ici, on ne place pas de parenthèse, on fait juste mettre le nom de notre tableau à l'intérieur de la liste des paramètres. Donc, par exemple, lorsqu'on appellera notre fonction, on l'appellera par son nom. On aura à transmettre deux choses au niveau de cette fonction-là. Tout d'abord, on enverra le tableau. Donc, le tableau qui se nomme grille connaissance au niveau de notre application va être placé en première position, sans parenthèse ni aucun autre artefact. Puis, on enverra l'indice ou le numéro de l'individu analysé comme deuxième notion. Pour ce qui est de récupérer le tableau, donc notre réponse qui a été définie au niveau de l'application, cette réponse-là devra être un tableau dynamique du bon type. Donc, dans ce cas-ci, on voit que c'est des entiers qui sont placés à l'intérieur de notre tableau et on récupère notre réponse comme s'il s'agissait d'un chiffre normal en plaçant le tableau à gauche de notre appel. Si on passe au niveau de la fonction, pour récupérer la grille de connaissances ici qui a été passée en première position, lorsqu'on déclare un tableau qui, en paramètres formels, les tableaux sont toujours reçus par référence, que ce soit un tableau 1D, 2D ou 3D, nos tableaux seront toujours reçus avec le terme ByRef. Et on doit être en mesure de manipuler des tableaux ou des grilles de taille variable. Donc ici, on reçoit une grille 5 par 5, mais on aurait pu recevoir une grille 10 par 10. Donc pour montrer que la taille, elle est variable au niveau des paramètres, une paire de parenthèses vides est placée après le nom du tableau. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, on aurait pu
on aurait pu placer entre parenthèses notre grille qui serait reçue par référence et on doit placer des parenthèses vides de même qu'indiquer le type de notre tableau. Lorsque l'on effectue une valeur de retour qui est sous la forme d'un tableau, on se rappelle qu'il y avait 6 règles. Notre procédure avait 6 étapes pour retourner un tableau. Rappelons cette procédure-là. Donc, première étape, des parenthèses sont ajoutées au type de retour. La procédure sera illustrée dans VBA dans quelques instants. Deuxième étape, le tableau résultat ici doit tout d'abord être déclaré comme un tableau dynamique. Ce qui implique le calcul de la taille du tableau en cours d'analyse pour ensuite faire le redimensionnement du tableau. Le parcours du tableau permettra de remplir ces cases. Et la dernière étape, il s'agit du transfert de la valeur de retour. Comme nous venons de le voir dans la section théorique, pour envoyer un tableau à un sous-programme, que ce soit une procédure ou une fonction, il suffit tout d'abord d'appeler le sous-programme par son nom. Puis, entre parenthèses, on doit placer le tableau à 2 dimensions, donc dans ce cas-ci, la grille des connaissances, que l'on désire transmettre. Et c'est bien important de ne pas placer aucun élément syntaxique au niveau de notre tableau. Il faut juste placer le tableau entre parenthèses. Donc, on voit ici, il n'y a pas de parenthèses qui ont été ajoutées après le nom de la fonction et encore moins sa taille. Donc, on doit laisser seulement le nom du tableau. Lorsqu'on déclare notre sous-programme, on commence par spécifier son nom, tel qu'on vient de le mentionner dans l'application. Puis, tous les tableaux en VBA, peu importe leur nombre de dimensions, devront être reçus par référence. Et pour indiquer que cette grille-là peut avoir une taille variable, donc 5 personnes, 10 personnes, 8 personnes, le nombre de lignes et le nombre de colonnes peuvent varier d'une initialisation à l'autre, on laisse les parenthèses vides après avoir nommé notre tableau. Donc, on remarque à ce niveau-ci que le paramètre gris, on ne sait pas s'il s'agit d'un tableau à une dimension ou à 2 dimensions. Si on ne fait que lire la déclaration d'un tableau, le nombre de dimensions ne peut pas être déduit automatiquement. C'est vraiment l'application qui doit transmettre un tableau déclaré de la bonne manière. Il n'y a pas de vérification supplémentaire qui est possible. On peut valider que le transfert s'effectue correctement. Donc ici, initialement, on a un tableau de 5 lignes, 5 colonnes au niveau de l'application. Et lorsqu'on transfère ce tableau-ci au niveau de notre sous-programme, le contenu grille de connaissances se copie à l'intérieur du paramètre grille. Et donc, on peut remarquer ici que notre grille représente bel et bien le tableau 5 par 5 qu'on avait défini au niveau de notre application. Lorsque l'on veut modifier des cases d'un tableau qui possède plusieurs dimensions, il est important de spécifier un indice par dimension lorsqu'on tente d'accéder à ces cases. Donc, pour accéder à une case d'un tableau, que ce soit en lecture ou en écriture,
on doit spécifier entre parenthèses un indice par dimension. Par exemple, si je tente de mentionner que je connais le directeur du département de génie électrique, donc je vais venir placer un true ici au niveau de la case associée à la première ligne et associée à la quatrième colonne. Je dois placer mes indices dans le bon ordre. Donc, on a dit ici, on répète, là, on a dit que les lignes représentent notre première dimension, alors que les colonnes représentent la deuxième dimension. Donc, l'ordre dans lequel je place le 1 et le 4 sont importants. Je dois respecter l'ordre de création du tableau. Donc, si je tente d'aller écrire au niveau de ma grille, je vais placer le numéro de ligne de la colonne, de la case ciblée. Ensuite, je vais placer le numéro de colonne de la case ciblée. Et à droite d'une assignation, je vais transférer ma valeur. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait dire, ben, puisque je veux venir placer true au niveau de la case sur la première ligne, le 1 doit être placé en première position, le numéro de la colonne, le 4, est placé en deuxième position, et c'est là que je viens transférer ma valeur. Si je tente de faire une lecture au niveau de ce tableau-là et que j'essaie de déterminer est-ce que mon coordonnateur connaît le directeur général de l'école, pour aller chercher ce qui est dans la cinquième ligne, deuxième colonne, la valeur lue va être obtenue en plaçant notre grille et, encore une fois, le numéro de ligne suivi du numéro de colonne. Donc, dans ce cas-ci, on aurait à placer les chiffres 5 pour la ligne et 2 pour la colonne. Donc, lorsqu'on parle de tableau à dimension supérieure, donc plus que deux dimensions, que ce soit un tableau 3D, 4D, 5D, il faut juste être conscient de l'ordre des dimensions. Donc, à l'intérieur de la liste de tous mes étudiants, on se rappelle que les étudiants étaient placés en première dimension. Donc, par exemple, ça ici, ça représente ma première dimension. Ensuite, les différentes colonnes ou les données sur chaque étudiant représentent ma deuxième dimension. Donc ça ici, on a notre deuxième dimension à ce niveau-là. Les sessions représentent la troisième dimension. Donc, le choix de l'hiver, été ou automne va être placé en troisième position. Puis finalement, on avait les années en quatrième position. Donc, suite à la gestion de la crise actuelle par Justin Trudeau, je veux aller changer sa note. Il fait une gestion honnête, donc on fait passer sa cote de C à B. Pour réussir à faire mon écriture, je dois spécifier une donnée par dimension. Donc, la cote de Justin Trudeau à l'automne 2012 est changée pour B.
je dois établir quelle est la valeur de chacune de ces dimensions-là. Donc 2012, c'est la première année à l'intérieur de ma liste. Automne, c'est la troisième session. La cote, c'est la deuxième colonne. Alors que Justin Trudeau est sur la quatrième ligne. Donc, pour réussir à faire ce changement-là, je devrais aller à l'intérieur de ma liste d'étudiants. Et là, je place les éléments selon l'ordre. On sait que la valeur finale qu'on veut venir placer dans le tableau, c'est B, mais je dois placer dans le bon ordre euh, l'étudiant en premier, son numéro de ligne. Ensuite, je dois placer la donnée à modifier. Ensuite, je dois placer le numéro de session, suivi du numéro d'année. Et donc, puisqu'on a déjà identifié quelles étaient les valeurs sur chacune de ces données-là, ben, Justin Trudeau est le quatrième étudiant. Je veux changer la deuxième donnée par rapport à cet étudiant-là. Il est placé dans la troisième session de la première année. Et donc, c'est comme ça que je suis en mesure de venir placer la bonne valeur au niveau de ma case. Afin de démontrer la manière dont on accède aux cases d'un tableau à deux dimensions, complétons notre programme d'initialisation. Donc, comme on le voit dans l'image de droite, on devra placer quelques valeurs à true à l'intérieur de notre tableau et on n'a pas besoin de gérer les cases qui sont égales à false, étant donné qu'à la déclaration, l'ensemble des cases de notre tableau possède cette valeur. Donc, lorsqu'on transfère notre tableau au niveau de la fonction, la grille qui est à modifier possède déjà l'ensemble de ces données égales à false. Donc, on voit qu'on aura à écrire quelques valeurs true à l'intérieur de notre tableau. Pour y arriver, on devra placer entre parenthèses le numéro de ligne et le numéro de colonne où les données écrites, où les données true sont placées. Donc ici, on peut voir que la diagonale qui est formée par les valeurs true est composée de cases qui possèdent toujours le même numéro de ligne et le même numéro de colonne. Donc pour venir écrire les 5 valeurs à true à l'intérieur de notre tableau. Évidemment, on ne fera pas la répétition de ces assignations-là comme je suis en train de le démontrer dans VBA. En fait, je fais ces répétitions-là pour qu'on voit que on est en présence d'une boucle qui nous permet de parcourir la diagonale, les différentes valeurs. On aura besoin d'un i qui avance de 1 à 5. Puis on sait que les largeurs de nos tableaux peuvent être calculées grâce à la commande ubound. Donc en utilisant la boucle de parcours qu'on avait vue dans le cours sur nos tableaux à une dimension, on sera capable de générer les bonnes coordonnées. Puis on pourra ici utiliser le i comme étant notre numéro de ligne, de même que comme étant notre numéro de colonne, pour faire l'accès aux différentes cases qu'on leur doit modifier. Donc, si le i prend toutes les valeurs de 1 à 5, on peut généraliser notre écriture pour manipuler des tableaux de n'importe quelle taille. Et c'est ainsi qu'on sera capable de remplir ce tableau-là case par case. Donc, si on démontre le fonctionnement de notre boucle, au départ, on note que le i vaut 1, donc on est en train de vouloir modifier le coin supérieur gauche en plaçant deux indices au niveau des parenthèses qui représentent la case 1,1. On est en train de modifier la case de notre première ligne. Donc ici, on remarque que le true s'inscrit à l'intérieur de cette case-là. Quand le next fait varier la valeur de i, on change le numéro de ligne et le numéro de colonne dans lequel on va venir faire nos inscriptions. Donc, on n'écrira pas true dans la première ligne, mais cette fois-ci au niveau de la deuxième ligne, à l'intérieur de la deuxième colonne. On voit que le true se transfère adéquatement. Et à chaque fois qu'on avance avec le next, on spécifie une nouvelle ligne. Donc en ce moment, dans la troisième ligne, toutes les colonnes sont à false. Et donc, on va être capable de modifier qu'une seule de ces cases-là en utilisant le i comme numéro de ligne et numéro de colonne. Encore une fois, le true s'est décalé à la bonne place.
Et donc, le même principe peut s'effectuer avec la quatrième et avec la cinquième ligne. Donc, on voit ici que la quatrième ligne se change. On a un décalage qui s'effectue autant en ligne qu'en colonne. Même chose pour la cinquième valeur. Nous avons vu lors du cours sur les tableaux à une dimension que la majorité des fonctions manipulaient les tableaux grâce à une boucle de parcours. Donc, pour accéder à chaque case d'un tableau, une boucle de parcours est requise par dimension. Donc, pour les tableaux à une dimension, on utilisera un for. On se rappelle que notre boucle for nous permettait de cibler le premier indice, donc le 1 qui est placé ici, et on pouvait se déplacer avec la boucle for case par case en utilisant le i comme indice au niveau de notre tableau, jusqu'à ce qu'on atteigne la dernière case de notre tableau, qui était calculée grâce à la commande ubound. Donc en une dimension, notre boucle de parcours était la suivante. On commençait à parcourir la première case et on se rendait jusqu'à notre dernière case qui était calculée à l'aide du ubound. Puis le rôle de cette boucle de parcours était de faire une manipulation quelconque sur la im case du tableau. Et le next était responsable de faire varier la valeur de i et donc l'indice de la case. En deux dimensions, le ubound va nous indiquer encore une fois la largeur de notre tableau, mais là, on doit spécifier un élément supplémentaire. Donc en fait, il y aura un changement au niveau de notre syntaxe pour le ubound. On va ajouter un deuxième paramètre à sa commande. Donc en plus de placer un tableau en parenthèse, on viendra placer un numéro de dimension. Et avec cette configuration-là, le ubound indique le nombre d'éléments dans la dimension spécifiée. La raison pour laquelle cette adaptation-là est requise, c'est qu'on aura besoin de faire une boucle qui va parcourir nos lignes, et donc dans ce cas-ci, aller de 1 à 3. J'ai la commande ubound qui devra indiquer à notre programme quel est le nombre de lignes au niveau de notre grille. Puis, on devra également parcourir, pour chacune de ces lignes-là, on devra parcourir nos colonnes. Donc, aller de 1 à 5. Le 5 qui est ici va également être obtenu grâce à la commande ubound, mais on devra être en mesure de différencier nos deux appels. Donc, comme on l'a mentionné à quelques reprises depuis le début de la vidéo, les lignes représentent la première dimension. Alors, si on place ubound virgule 1, on est en train de demander à VBA quel est le nombre de lignes à l'intérieur de notre grille, alors que les colonnes sont représentées grâce à la deuxième dimension. Et donc, si on place ubound virgule 2, on est en train de faire une demande quant au nombre de colonnes. Alors, pour être capable de cibler les 15 cases de notre grille, on devra faire deux boucles. On fera tout d'abord varier le numéro de ligne de 1 à 3 pour obtenir le 3
on utilisera le ubound. En indiquant qu'on désire obtenir le nombre de lignes en plaçant virgule 1. Ensuite, on fera varier nos numéros de colonne en redémarrant le numéro de colonne à 1 pour chacune des lignes. Et on saura le nombre de colonnes dans la grille avec un ubound, mais cette fois-ci en plaçant la deuxième dimension à l'intérieur de la commande ubound. L'objectif de notre boucle de parcours va être de manipuler cette fois-ci le tableau, mais au niveau de la case représentée par le numéro de ligne de la première boucle, de même que le numéro de colonne de la deuxième boucle. Et les next vont être encore une fois responsables de faire varier ces deux itérateurs. Revenons dans VBA pour démontrer l'utilisation des boucles de parcours. Donc actuellement, si on roule notre application, on remarque que le tableau qu'on a créé est modifié par la première fonction d'initialisation et que certaines cases ont été placées, ont été initialisées avec une valeur true. Le reste de nos cases sont à false. Mais on remarque qu'il est beaucoup moins évident de voir l'ensemble des données de notre tableau en deux dimensions à l'aide de l'explorateur de variables. Généralement, pour les étudiants, le premier réflexe que vous avez est d'utiliser un message box pour réaliser l'affichage de votre tableau. Malheureusement, comme on l'a mentionné la semaine dernière, le message box n'est pas capable de gérer une variable qui possède plusieurs données à l'intérieur de celle-ci. Le message box est capable seulement de gérer des données simples, donc que ce soit un integer, un double, un booléen ou une chaîne de caractères. Le fait qu'il y ait 25 valeurs à l'intérieur de notre grille est incompatible avec le message box. Pour réussir à contourner cette problématique, la semaine dernière, on est passé par une chaîne de caractères, un message, dans lequel on peut venir placer un nombre illimité de caractères, ou du moins qui est limité seulement par la taille de votre mémoire vive. Donc ici, créons une fonction qui va nous permettre de convertir notre grille sous la forme d'une chaîne de caractères. Comme on l'a mentionné précédemment, lorsqu'on transfère un tableau en paramètres, il suffit de placer le nom de notre tableau dans la liste des paramètres effectifs pour le transférer à l'intérieur du sous-programme. Donc, convertir grille en texte sera une fonction qui retourne une chaîne de caractères. Et on doit venir déclarer le paramètre qui représente notre tableau de booléen. Donc, n'importe quel paramètre en VBA est reçu par référence avec une paire de parenthèses. Il n'y a qu'une seule paire de parenthèses qui est placée au niveau de notre paramètre, même s'il s'agit d'un tableau à deux dimensions. Et on spécifie le type de nos cases. Donc, à toutes les fois que vous allez créer une fonction, il est suggéré de définir la variable qui représentera votre valeur de retour et de tout de suite transférer cette variable au niveau de votre nom de programme. Et l'objectif de notre boucle de parcours ici va être de placer à l'intérieur de notre message l'ensemble des cases de notre grille. Donc, on sait qu'on utilisera deux indices pour venir modifier, pour venir accéder à l'ensemble des données et ajouter chacune des valeurs de la grille au message à retourner. Donc, puisque une variation doit être faite au niveau de chacune des lignes du tableau et qu'on devra aussi passer par chacune des colonnes du tableau, deux boucles seront requises pour manipuler l'ensemble de ces cases. La commande pour calculer le nombre de lignes à l'intérieur d'un tableau est la commande ubound. Donc, on demande à notre grille combien de lignes il y a dans notre première dimension. Puis, la commande ubound permettra également de savoir le nombre de colonnes. Et cette fois-ci, on doit faire une requête quant à la deuxième dimension pour connaître le nombre de colonnes. On peut fermer les deux boucles for à l'aide des balises next. Et si on lance le programme actuellement,
On remarque que le tableau grille de connaissances et le tableau 5 par 5 qu'on a rempli. Quand on le transfère du paramètre effectif grille de connaissances au paramètre formel grille, celui-ci est également de 5 par 5 et contient les modifications qui ont été faites par l'application. Lorsqu'on démarre notre boucle de parcours, le U-bound ici, le premier U-bound, lorsqu'on utilise le ,1 à l'intérieur des paramètres du U-bound, nous permet de déterminer le nombre de lignes. Même chose pour le U-bound, mais cette fois-ci avec le ,2, il nous donne le nombre de colonnes. Donc, en fixant I et J à 1, on est en mesure d'aller récupérer le contenu de la première case, ce qui est dans le point supérieur gauche, et de le transférer au niveau de notre message. Maintenant, lorsqu'on effectue le next, il y a juste le J qui va être modifié. Le I pointe encore sur la première ligne, le J pointe maintenant sur la deuxième colonne. Donc, la grille numéro 1, la première ligne de la grille n'a pas été modifiée. On reste au niveau de cette ligne-là, mais on est passé maintenant à la deuxième case. Ce qui me permet de transférer ce false au niveau de mon message. Donc, mon message contient maintenant les deux premières lignes. Et donc, la boucle en J permet comme ça de changer une case à la fois jusqu'à ce qu'on ait écrit les 5 valeurs de notre première ligne au niveau de notre message. Si on ne fait pas attention, l'ensemble des données de notre message vont être placées une à côté de l'autre. Donc en ce moment, on voit que les données ont été placées correctement un à côté de l'autre. Les espèces de carrés démontrent la tabulation qu'on a placée entre chacune des valeurs. Si on laisse la boucle continuer et qu'on laisse le message croître de la manière dont on l'a écrit présentement, aucun saut de ligne a été placé à l'intérieur de notre code. Donc, toutes les valeurs de nos cases sont placées une à côté de l'autre. C'est pour ça que, à la suite de notre affichage, on n'a pas l'impression que notre grille a été créée adéquatement. Pour régler notre problématique actuelle, il faut tenir compte du fait que certaines actions sont spécifiques aux lignes, certaines actions sont spécifiques aux colonnes. Donc ici, comme on le remarque, on a été capable de placer 25 valeurs à l'intérieur de notre message. Donc, les actions placées à l'intérieur des doubles boucles sont spécifiques à chaque case. Donc, toute action placée à l'intérieur de la boucle en J va être appliquée sur chacune des cases de notre tableau. Alors que chaque action qui serait placée avant la boucle en J serait spécifique à chaque ligne. Puisque le parcours des colonnes ici n'a pas encore commencé, lorsqu'on établit la valeur de I, on pourrait faire une initialisation de certaines actions. Donc, les actions qui sont placées à l'intérieur du for en I sont spécifiques seulement aux lignes, mais pas aux colonnes. Et la même chose va s'effectuer lorsque on aura terminé la boucle en J. La boucle en J est la portion de code qui me permet de modifier la colonne à l'intérieur de notre tableau. Donc, si on recommence l'affichage de notre message, quand on place les données de notre première ligne, suite aux 5 premières valeurs, aux 5 premières boucles en J, notre première ligne a été écrite complètement. Et avant de recommencer l'écriture de nos données, c'est important de changer de ligne pour que la prochaine fois qu'on passe au niveau de la boucle en J, le curseur d'écriture dans notre message soit également placé sur la deuxième ligne. Donc, en ajoutant une action spécifique aux lignes après la boucle en J, on peut donc changer de ligne avant de commencer à écrire les données de notre deuxième ligne en réinitialisant notre colonne à 1. Et donc, suite à l'ajout de notre saut de ligne une fois par ligne, une fois qu'on a terminé d'écrire justement la ligne actuelle, notre message est placé adéquatement avec la diagonale telle qu'on l'a définie au niveau de notre fonction d'initialisation. Lorsque vous travaillerez sur des boucles de parcours avec des tableaux à plusieurs dimensions, que ce soit des tableaux 2D ou 3D, il va être important d'ordonnancer nos boucles correctement. Donc, à l'intérieur de nos boucles de parcours, on retrouve
Souvent des boucles qui sont imbriquées. Donc ici, on pourrait avoir une première boucle, on pourrait avoir une deuxième boucle à l'intérieur. Et puisqu'on parle de tableau à trois dimensions, dans ce cas-ci, on pourrait aussi avoir une troisième boucle à l'intérieur. Donc, ce qui va être placé au centre de notre parcours, c'est ce qu'on appellera des boucles internes. Donc ça ici, je suis en train de représenter mes boucles internes, alors que la boucle en I, dans ce cas-ci, représente la boucle externe. Et on devra déterminer, est-ce que les boucles internes parlent des lignes, des colonnes ou des profondeurs, et dans quel ordre on doit placer ces éléments-là. Donc, ce que vous devrez vous poser comme question afin de placer l'ordonnancement de vos boucles est la suivante. En fait, les dimensions qui varient le plus souvent représentent les boucles internes, alors que les dimensions qui varient le moins souvent sont associées aux boucles externes. Donc, prenons le temps de se faire un exemple avec la poutre en I qui a été dessinée à l'instant. Si on désire prendre une mesure sur cette poutre-là, sur différents points du volume, on peut commencer par traiter la première surface qui est en haut. Donc, en ce moment, je vais venir chercher chacun des points de mesure qui sont placés ici. Donc, pour l'instant, mon X et mon Y auront été fixés. Puis, on se déplacera à travers chacun des points de mesure qui ont été placés sur cet axe-là. Et ensuite, on va faire venir varier la donnée qui est en X pour aller chercher les autres mesures à l'intérieur de notre axe. Et comme ça, si on avance à l'intérieur de la surface, on aura été en mesure de prendre chacun des points de mesure sur ma poutre actuelle. Donc, pour l'instant, le Y a été fixé à une valeur, alors que le X a varié 4 fois, et le Z, lui, a varié à 20 reprises. J'ai une variation de Z à chaque prise de mesure. Lorsqu'on avait terminé de prendre les 5 premières mesures dans notre première rangée, le Z est revenu à sa donnée initiale. Donc, on a fait varier le Z 5 fois, alors qu'on a eu 4 variations de X. Le Y devra également changer pour qu'on passe sur les différentes couches de notre pièce. Donc, ici, on pourrait avoir une première variation de Y à l'intérieur duquel les X vont changer. Puis, on pourrait avoir une troisième variation de Y à l'intérieur duquel on viendra chercher chacun des points de la surface. Mais on voit que pour chaque Y, il y a plusieurs variations de X et plusieurs variations de Z. Suite à nos trois variations de Y, ça ici on a eu notre premier Y, on a eu notre deuxième Y, on aura eu notre troisième valeur de Y à l'intérieur de notre forme. À tous les coups, on aura fait varier 4 fois le X. Donc ici, j'ai eu 4 changements pour le X. Même chose au niveau de la troisième couche, j'ai eu 4 changements pour le X. Et même chose pour la deuxième couche. Donc, au total, à la fin, le X aura varié 12 fois, alors que mon Y aura varié que 3 fois. C'est sûr et certain que le X va être à l'intérieur de la boucle en Y. Et au niveau du Z,
on a eu 20 variations et au niveau du Z, on a eu 20 variations sur notre première couche de profondeur. On a également eu 20 variations sur notre dernière couche de profondeur. Lorsque le Y est à 2, on aurait 20 variations également, donc le Z aurait varié 60 fois dans ce cas-ci. Donc, l'ordre des boucles est de la boucle qui varie le moins à celle qui varie le plus. Donc, si on tente d'écrire la boucle de parcours pour cette pièce-là, puisque le Y varie le moins souvent, la boucle en Y serait placée ici au niveau de nos 3 indices de couche. Ensuite, le X varie 12 fois. Donc, on pourrait placer nos 12 éléments X, puis on aurait la variation de Z en troisième position. Pourquoi est-ce que Z est à l'intérieur? C'est parce qu'il varie le plus souvent. Le X est au centre parce que c'est celui qui varie en deuxième position. Et le Y est la boucle complètement à l'externe parce que c'est celui qui varie le moins. Lorsque vous ferez des procédures de test au niveau de votre deuxième travail pratique, vous serez responsable d'initialiser vous-même les grilles et les tableaux à une dimension qui permettront de tester chacune de vos fonctions. Donc, si on tente d'initialiser notre grille telle qu'illustrée dans l'image de droite, on est responsable de venir placer chacune des données à l'intérieur de notre tableau. Donc, on sait que la fonction initialiser grille a déjà mis la diagonale à true. On est donc responsable de venir placer les autres données. Et cette instruction-là ou cette construction-là se fait case par case. Donc ici, si on veut venir indiquer que dans la première ligne, Francis connaît 2 personnes supplémentaires, on doit accéder à notre tableau, grille de connaissances, spécifier les lignes et les colonnes qui représentent les 3 autres connaissances de Francis. Donc, Florent est placé en deuxième position. Je connais également mon directeur Frédéric, de même que le directeur de l'autre département où je travaille, Jean-François. Ensuite, vous êtes responsable de placer vraiment chacune des valeurs sur chacune des lignes. Donc, lorsqu'on tente de faire l'initialisation de la deuxième ligne, on doit venir écrire chacune des données qui n'ont pas été placées automatiquement par notre fonction d'initialisation. Donc, sur la deuxième ligne, on doit venir placer un true dans la première et la troisième colonne. Et c'est ainsi que on doit venir placer également les autres données pour la troisième ligne, de même que la quatrième et la cinquième. Puis, si on tente d'effectuer le calcul qui est illustré par la fonction déterminer indice connaissance d'un individu, on sait que si on veut récupérer un tableau, donc dans ce cas-ci le tableau réponse, on doit utiliser des tableaux dynamiques. Ce tableau contient les numéros de colonnes qui représente les connaissances d'un individu en particulier. Donc, ces numéros de colonnes sont représentés par des entiers. Et comme on l'a illustré ici au niveau de notre fonction, on tentera de déterminer les différentes personnes que connaît le quatrième individu, donc Jean-François. Pour transmettre notre grille de connaissances en paramètres, on fait juste placer son nom au bon endroit dans la liste de nos paramètres. Puis ensuite, l'indice de la personne analysée va être placé en deuxième position. Puisque notre sous-programme transmet une valeur de retour, nous savons que ce sous-programme-là est une fonction.
En premier paramètre, un tableau est reçu, donc il doit être déclaré par référence. On place une paire de parenthèses à la suite du nom de notre paramètre pour indiquer qu'il s'agit d'un tableau. Le deuxième paramètre est qu'un indice de consultation, donc il représente l'indice de la personne à analyser. Donc ici, il s'agit essentiellement d'un entier et on s'en servira qu'en lecture. Donc l'indice peut être reçu par valeur. Et puisque la fonction retourne un tableau d'entier, on place une paire de parenthèses vides à la suite de notre type de retour, tel qu'indiqué par notre procédure. L'étape B de notre procédure exige qu'un tableau dynamique soit créé pour la transmission de notre résultat. Et la taille de notre résultat va croître à toutes les fois qu'on trouvera une personne qui est connue par la personne à analyser. Donc la taille va devoir augmenter en cours de route. Lors de notre analyse, on devra parcourir chacune des colonnes de notre grille. Et si si un true est trouvé dans notre tableau, à ce moment-là, la taille pourra être augmentée. On aura besoin de modifier la taille de notre tableau de résultats à toutes les fois qu'une nouvelle personne sera découverte. Donc, le redeem pourra être utilisé. Et comme on ne voudra pas effacer le contenu du tableau, la commande preserve qui a été introduite lors du dernier vidéo devra être utilisée. Donc, un seul for a été placé ici au niveau de notre programme puisqu'on sait déjà sur quelle ligne travailler. Le for va en fait nous permettre de parcourir les colonnes de notre grille. On sait déjà qu'on veut travailler sur la ligne représentée par l'indice reçu. Donc, pour effectuer notre parcours en colonne, le U-bound doit être borné par la deuxième dimension. Et si dans notre tableau, à la ligne qui a été reçue, à notre ligne d'analyse reçue, on trouve la valeur true, alors à ce moment-là, on pourra ajouter une case à l'intérieur de notre tableau, conserver l'indice où le true a été retrouvé. Et il ne faut pas oublier qu'à la dernière étape de notre fonction, de transférer le résultat dans la valeur de retour. Donc, si on démontre ce programme-là ligne par ligne, avant la transmission de notre fonction, on voit que l'initialisation nous a permis de placer vraiment plusieurs données à true à l'intérieur de notre tableau. Lorsqu'on envoie le 4 en deuxième paramètre, j'ai mis un T ici, lorsqu'on envoie le Lorsqu'on envoie le 4 en deuxième paramètre, ceci indique qu'on cible essentiellement la quatrième ligne. On ne fera pas de variation au niveau de la ligne lors de notre boucle de parcours. Donc le J servira seulement à changer de colonne à l'intérieur de la ligne ciblée. Lorsqu'un true est trouvé, donc ici la première case de la quatrième ligne est à true, ceci vient modifier le nombre de cases qui est requis au niveau de notre résultat. En ce moment, notre résultat est un tableau vide, mais le redeem nous permet de créer la première case dans laquelle l'indice J, la position où la case true a été trouvée, est inscrite. Donc, notre premier résultat est le 1 tel qu'il avait été montré au niveau de notre planification. Le next fait varier seulement la colonne. Donc, puisque le next s'applique sur le J, on continue à faire notre analyse au niveau de la quatrième ligne, cette fois-ci au niveau de la deuxième colonne. Donc, Florent n'est pas connu par Jean-François, c'est illustré par le false qui est ici.
Même chose au niveau de la troisième colonne. Le NIX a fait varier seulement le J. On restera sur la quatrième ligne tout au long de l'analyse. Donc, la troisième personne, Frédéric, n'est pas connue par Jean-François non plus. Lorsqu'on arrive sur la quatrième personne, notre taille augmente. On vient de trouver une deuxième réponse à notre programme. Et rappelez-vous qu'un redim sur un tableau efface son contenu, mais on ne veut pas perdre la valeur qui a déjà été trouvée, donc on est obligé de faire un redim preserve pour ajouter une deuxième case à notre tableau. Si on observe notre tableau actuellement, la première case a été conservée, la deuxième case est maintenant ajoutée, et la valeur qu'on veut écrire dans notre deuxième case, c'est la colonne actuelle où la valeur true a été trouvée. Donc le 4 se transfère au niveau de notre deuxième case. Et c'est le même principe qui va s'effectuer lors de la cinquième analyse. Donc la case 4,5 est également à true. La personne 4 connaît la cinquième personne. Donc notre taille passe de 2 à 3 parce qu'on a trouvé une réponse additionnelle. Le redim preserve nous permet d'ajouter une troisième case en conservant les deux premières. Et on vient placer le numéro de la colonne où le true a été trouvé. À la fin, en plaçant le résultat au niveau de notre valeur de retour, ce résultat-là se transfère en haut au niveau de la variable réponse et on a été en mesure de retransférer les trois données trouvées lors de notre analyse.